Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons parler un peu du football camerounais. Depuis ces derniers temps, il y a eu beaucoup de polémiques autour, n'est-ce pas, de l'encadrement de la FECAFOOT et du MINICEP. Pour ma part, j'ai pensé que c'était vraiment de la pure distraction. Ce dimanche donc, après les événements qui sont passés la semaine dernière, des analystes politiques et des politologues se sont appesantis sur ce sujet et beaucoup nous ont livré leur point de vue. Alors ici, nous allons écouter le point de vue du docteur Aristide Mono, qui pense comme moi que ça, c'était de la pure distraction et que, n'est-ce pas, les Camerounais gagneraient mieux à s'occuper, n'est-ce pas, des réels problèmes qui minent le Cameroun. Écoutons le docteur Aristide Mono s'exprimer. Déjà, Duval, il faut préciser que nous ne sommes pas si loin d'une situation des gouvernements d'union nationale. C'est-à-dire que lorsqu'on essaye de développer des politiques de crise, de sortie de crise, on essaye de désintéresser les différentes factions, les forces loyalistes et les rebelles. Ils se décident de s'asseoir et de former un gouvernement où chacun envoie ses hommes pour que la paix soit entre les deux parties. Nous ne sommes pas si loin de ce type de situation. Et si c'est le cas, nous pouvons dire tout simplement qu'il s'agit beaucoup plus d'une décision politique qu'une décision technique ou sportive. On est dans une sorte de politisation d'une affaire sportive. Parce que si on était exclusivement dans le domaine sportif, on aurait tout simplement convoqué des éléments techniques et sportifs pour structurer le nouvel encadrement technique des Lions indomptables. Mais là, vous vous rendez compte que c'est un effectif très pléthorique. Je ne sais pas si il y a d'autres équipes nationales qui revendiquent un taux si élevé d'agents dans son encadrement, sur son banc de touche. J'ai l'impression que le Cameroun est en train d'offrir à la communauté footballistique mondiale une jurisprudence pour ce qui est de la formation des encadrements techniques. Et si on est dans la logique, dans la perspective d'une politisation des nominations dans des affaires purement sportives, on dira tout simplement que les acteurs impliqués dans ce conflit, dans cette tension, étaient tout simplement des acteurs politiques, ou ils sont des acteurs politiques. D'un côté, on a un apparatique du système, apparatique reconnu, et de l'autre côté, une égérie du système en place. Alors, si le conflit a persisté jusqu'ici, c'est parce qu'il ne s'agissait pas uniquement de ces deux individus, de ces deux personnalités. C'était une affaire un peu plus complexe, avec des ramifications qui allaient jusqu'aux zones les plus insoupçonnées de l'appareil étatique. Alors, en lieu et place de la paix des braves entre l'apparatique en question et l'égérie, nous devons plutôt parler de la paix des clans qui alimentaient et entretenaient ces conflits par ces deux personnalités interposées. Alors aujourd'hui, la question fondamentale reste celle de savoir si cette paix entre les différentes factions qui sont engluées dans ce que les Néo-Waf ont toujours qualifié de grand soir, est-ce que ces factions se sont entendues de bonne foi ou alors de manière occasionnelle, conjoncturelle, pour atteindre un objectif précis? Je m'explique. Il pourrait arriver que, dans le cadre de la gestion d'autres urgences communes aux deux factions, que les parents décident de taire d'abord le bruit des armes afin de donner les chances, de se donner des chances de domestication de cette situation.
Alors dans ce cas, si cette urgence qui a amené les parents, les factions prétendant à la succession présidentielle, a fait table rase de leur querelle, il est clair que le moment venu, les choses peuvent revenir à la situation conflictuelle qu'on a vécue jusqu'ici. Et il faut donc être prudent et mesuré. Parce que la décision qui a été prise n'est pas une décision sportive. Ce n'est pas une décision qui porte sur le droit. C'est une décision éminemment politicienne. Et nous avons donc peur que la bataille qui s'est estompée soit renouvelée avec la poursuite de la guerre. La guerre étant ici, le grand soir qui va continuer son bonhomme de chemin, et la bataille étant ici, un moment de ce grand soir, comme a été l'affaire Martinez au Zobo, un moment du grand soir. Le conflit Minsep-Fecafoot est un moment de cette lutte entre les différentes factions. Un Aristide Mono, par exemple, ne peut pas avoir la puissance, la force de tenir tête aux hautes instructions. Il ne peut tenir tête aux hautes instructions que si derrière il y a des parents qui lui disent Aristide Mono, avance. Avance, nous sommes derrière toi. Et pour quel but? Pas dans le but d'assainir le football ou redonner au football camerounais toutes ses couleurs, mais dans le but de s'auto-neutraliser. Ça veut dire les clans prétendant à la succession utilisent désormais toutes les opportunités qui s'offrent à eux pour s'auto-neutraliser. Et c'est pourquoi nous restons assez modérés. Nous soupçonnons d'ailleurs cette entente qui arrive de manière brusque. Nous ne savons pas quels sont les leviers qui ont été activés. Il peut s'agir peut-être de l'intérêt financier supérieur des différentes factions, comme il peut s'agir de l'intérêt purement politique des différentes factions. Mais au-delà de cette analyse Duval, nous retenons beaucoup de choses de cette situation. Et c'est là où la thèse selon laquelle il s'agit d'une distraction ou d'une perte de temps peut être relativisée. Parce qu'au-delà de la perte de temps et de la distraction qui peuvent être observées par certains observateurs, il n'y a que derrière l'État du Cameroun, la société camerounaise a été mise à nu à travers cette situation. Je vais évoquer quelques éléments. Le premier élément ici, c'est la paternité présidentielle des hautes instructions. Crise Minsep-Fecafoot nous a renforcé dans nos soupçons, dans nos doutes sur la paternité réelle des hautes instructions. Deuxième élément, cette crise nous a permis de savoir à nouveau qu'il existe une guerre des clans à la tête au sommet de l'État. Troisième élément que nous avons retenu, c'est la débandade au sommet de l'État parce que la prise de décision a été très difficile pour l'État qui normalement, dans une logique purement verticale, ça veut dire avec un chef et ceux qui le suivent, devait rapidement juguler la tension. Mais malheureusement, on a pris du temps. L'État a tâtonné. Et l'État qui tâtonne, c'est l'État qui n'est pas en confiance, c'est l'État qui n'a pas une tête qui tient, qui peut facilement frapper le poing sur la table. Cette crise nous a également permis de savoir que l'extrémisme dans la société camerounaise est assez renforcé. L'extrémisme du point de vue du tribalisme et l'extrémisme du point de vue du fanatisme. Et du coup, nous disons, au-delà de ce qui pourrait arriver à cette décision, à cette paix de braves, à ce gouvernement d'union nationale dans l'encadrement technique,
il y a que les Camerounais ont une somme de leçons à retenir de cette crise, des leçons qui doivent être capitalisées afin de prévenir certaines situations qui pourraient arriver à notre pays dans quelques mois. Alors les amis, à la suite de Dr Agustin Monod qui parle de jurisprudence apportée par le football camerounais à l'endroit, n'est-ce pas, du football mondial par rapport à son effectif pléthorique sur son banc de touche, la question que les Camerounais devraient se poser est celle de savoir qu'en sera-t-il des finances? Parce que ces gens qui ont été engagés pour l'encadrement technique des Lions Indomptables doivent être payés. Mais si le banc de touche du Cameroun est multiplié par 2, est-ce que le salaire, c'est-à-dire la rémunération de chaque équipe qui compose l'encadrement technique des Lions Indomptables sera divisé par 2? Ou alors, ce sera la même chose multipliée par 2? C'est ça qui est le plus important. Alors, les amis, c'est cette question que, n'est-ce pas, la FICAFOOT et l'UNICEF devraient répondre aux Camerounais, étant donné qu'actuellement, au Cameroun, il est vraiment, et dans le monde entier, en fait, il est difficile de vivre parce que le coût de vie devient élevé et puis tous ces encadreurs-là doivent être payés n'est-ce pas, la contribution des contribuables camerounais. Merci de m'avoir écouté et n'oubliez pas de liker et de donner votre point de vue. Bonne journée ou bonne nuit. Merci.